Bon, on passe donc à cette preview des Hornets. Est-ce que tu veux que je te lance directement dessus, Julien, pour l'intro ou tu me laisses la main? Je peux te laisser, vas-y, hein, on a déjà un peu tunnelé sur les Pacers. Étant donné que tu as écrit sur Charlotte, tu peux certainement faire l'intro, je te laisse la main, bien sûr. Non, mais écoute, une intro très simple sur les Hornets. On va y revenir, mais un été un petit peu compliqué pour la franchise, qui n'avait pas vraiment progressé la saison dernière, qui s'est arrêté en play-in face aux Hawks, et puis de manière, voilà, on va dire, c'était sec et net, hein. Il n'y avait pas trop de place au doute sur cette confrontation-là. Donc finalement, même si on a vu une belle saison de Miles Bridges qui s'était affirmé comme un sidekick correct plus, on va dire, aux côtés de la Melo Ball, il y avait des lacunes qui étaient évidentes du côté de Charlotte. On sait où sont les manques, toujours plutôt les mêmes depuis quelques saisons. Euh, on sait que la Melo Ball est un talent formidable. Il a encore montré la saison dernière, il a encore progressé, il est devenu All-Star. Un petit concours de circonstances, mais c'est quand même pas volé non plus au vu des performances. Néanmoins, collectivement, le bilan, il est correct, mais il y avait pas une progression majeure, toujours les mêmes problèmes, comme je disais. Donc finalement, on ne savait pas trop comment Charlotte pouvait sortir un petit peu de ça et passer à un nouveau cap. On sait que entourer une jeune star comme l'est la Melo Ball, c'est jamais évident, mais c'est toujours impératif avant que les années passent et que ça devienne plus compliqué, surtout pour un marché comme Charlotte, qui n'est pas non plus un très gros marché. Donc l'été allait pas être facile et il s'est avéré plus compliqué que prévu. On va certainement revenir dessus ensemble. Mais voilà, c'était pas une preview très facile à écrire dans le sens où pour qu'elle soit un minimum intéressante, il fallait quand même un petit peu creuser certains éléments du côté des Hornets. Ça reste une équipe qui va être intéressante à regarder parce qu'il y a du jeu, on va y revenir, il y a du spectacle. À partir du moment où il y a la Melo Ball à la main, c'est toujours sympa à regarder. Mais en termes d'objectifs collectifs, c'est pas le plus reluisant qui soit pour cette saison à venir. Kaolito qui nous dit Hornets, équipe hyper sexy il y a un an, complètement sous le radar aujourd'hui. C'est vrai, et j'en profite pour aller dans ce sens-là, dans l'aspect dynamique, moi qui m'intéresse aussi, que je me disais, c'est vrai que avec la surprise Lamelo, il y avait vraiment cette volonté de dire, ouais, ça va être super spectaculaire, rien que c'est très agréable à regarder en termes de jeu, il a insufflé vraiment une dynamique intéressante, avec aussi le coaching de Borrego, on attendait des choses en termes d'offense, d'attaque, qui pouvaient être très créatives et autres. Et finalement, c'est vrai que ça s'est essoufflé petit à petit, et puis, enfin, la saison passée, et là, elle a eu l'été, comme tu le disais, un été catastrophique qui a complètement, pour le coup, entériné cette dynamique négative pour la franchise dans son ensemble. James Borrego qui faisait les frais de la non-qualification au play-in et du match de play-in perdu, avec French Platers qui nous dit une franchise gérée par un adorateur de whisky et ça se sent. Voilà, c'était peut-être un move quand même assez osé, surtout qu'il y avait eu les changements quand même assez récemment, ça a bougé très vite pour James Borrego. Kenny Atkinson, pardon, était pressenti au poste de head coach finalement avec son poste d'assistant chez les Warriors, etc. Bref, ça ne s'est pas fait. Et finalement, c'est Steve Clifford, quelqu'un qui connaît la maison, qui revient aux commandes. Ça, pareil, on parlait de gestion de franchise, c'est quand même pas incroyable comme retournement de situation. En tout cas, c'est pas un message des plus exceptionnels en termes de gestion de franchise. Ensuite, Montrezarel qui était pressenti en prolongation au sein de l'équipe. Alors après, on pense ce qu'on veut de Montrezarel, hein, mais certes, se faisait arrêter pour détention de stupéfiants. Il y en a eu d'autres en NBA, vous me direz. Par contre, ensuite, c'est Miles Bridges qui, là, pour le coup, et on va beaucoup moins rire, se faisait arrêter et comparaissait bientôt, ou je ne sais Ouais, plus quand ouais, c'était. ça a été reporté, Ça a été reporté, c'est ça. son audition. Pour violence conjugale et maltraitance infantile. Bien évidemment, il a été écarté de la franchise. Une dynamique, comme je disais, des plus mauvaises. Et
finalement cette crainte de voir Lamelo, tu le citais un petit peu Julien, mal entouré avant la prolongation de son contrat rookie et de peut-être voir les Hornets laisser passer une chance à terme avec cette impression de végétation dans le ventre mou alors même que leur rookie star ne commencera que sa troisième année, donc ça c'est quand même assez abusé. Bref, on va quand même regarder, jeter un coup d'œil au roadster, bien sûr. Vous connaissez la chanson et je vais pouvoir vous envoyer dans le chat notre preview signé Julien. Alors, qui disparaît de l'écran quand j'ouvre l'autre fenêtre. Alors ça, c'est compliqué, c'est OBS. Voilà, donc du coup, cette fois-ci, comme j'ai pas beaucoup de ressources à partager pour cette preview, on gardera cet écran-là tout du long. Vous avez néanmoins, vous le voyez, la preview à portée de main. Et donc, le roadster, rapidement le tour. Au poste de meneur, Lamelo Ball, bien sûr. Au poste d'arrière, Terry Rozier et James Bouknight. Au poste d'ailier, Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr. et Cody Martin. Au poste d'ailier fort, PJ Washington, Kai Jones, Jalen McDaniel et JT Thor. Au poste de pivot, Mason Plumlee, Mark Williams et Nicky Richard. Vous l'avez vu, un roadster, en fait, alors c'est peut-être un point de vue de ma part, tu me diras Julien, vous me direz Julien et Cam, et bien sûr dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Un roadster moyen avec des jolis noms malgré tout, mais qui ne transcendent pas le plafond de l'équipe, qui, on sait de ce dont ils sont capables et n'iront pas beaucoup plus loin, surtout en les personnes sur le backcourt de Gordon Hayward et Terry Rozier, de joueurs quand même plutôt propres, qui amènent leurs 17-20 points en titulaire avec un volume du coup quand même conséquent et une efficacité qui reste très propre, somme toute. Des problèmes défensifs, cela dit, de l'autre côté du terrain. Et puis on le sait, avec Gordon Hayward, il y a aussi ce problème d'infirmerie chronique. Il manque régulièrement quand même un sacré paquet de matchs. Et donc du coup, ça pose à la question de sa viabilité et de sa fiabilité tout au long d'une saison. Sur les postes du front court, et c'est une faiblesse chronique de ces Hornets, c'est quand même beaucoup plus l'interrogation. Il y a beaucoup eu Mason Plumlee ces dernières années, alors même qu'il y avait pas mal de jeunes draftés sur ces postes-là, et on le savait, Mason Plumlee était quand même limité à ce moment-là. On parle notamment, et je vais pouvoir lancer Cam là-dessus, des profils comme Kai Jones, comme JT Thor, qu'on n'a vraiment pas vu finalement jouer et qui devraient normalement apporter... qu'on aimerait voir se développer pour voir au moins de quoi ils sont capables et être fixés à ces postes-là pour voir s'il faut aller recruter ou aller drafter sur ces postes ou si on tient déjà les futurs joueurs de la franchise de ce côté-là du terrain. Cam, est-ce que tu peux parler des deux joueurs et de cette situation ? Alors avant tout, je vais dire en préambule que je n'abandonnerai jamais le soldat Jones, même si mes camarades de chez QI m'y encouragent chaque jour. Au-delà de ça, je vais commencer par JT Thor. Moi, c'est un profil que j'ai bien aimé en NCAA avant qu'il arrive en NBA, enfin en G-League surtout. Ultra mobile, 2,8 m, défend du 1 au 5, très très agile, bonne lecture du jeu, mais profil un peu bâtard, on dira. Potentiel de stretch 5, trop fin pour jouer dans la raquette et être efficace au rebond. Manque de vision de jeu, donc en fait, dès que tu lui fais la passe, c'est compliqué. S'il ne peut pas shooter, il ne pourra pas poser de dribble ou jouer au poste bas. Donc ouais, c'est un peu pas le Miles Turner du pauvre, mais globalement, à l'instant T, ça y ressemble. Par contre, après, c'est un profil qui est très intéressant parce que, comme je l'ai dit, tu peux le plugger quand même dans quelques 5. Si en face, ça joue petit, c'est un grand qui ne sera pas ridicule et qui saura combler les brèches, notamment. Kai Jones, après, tu es sur un poste 4-5 hyper athlétique, ça dunk très fort, ça a un potentiel pour shooter correctement, ça peut prendre du rebond. Par contre, tu lèves les bras, il a déjà sauté en l'air pour anticiper ta feinte, donc gros manque de lecture en défense notamment. Bien meilleur athlète que défenseur, c'est un peu ce qui a fait qu'il a moisi en G-League la saison dernière et que Borrego a préféré jouer avec Bridges et Ward, et ça, c'est dur de l'en vouloir. Ça n'empêche que Kai Jones, il a une autoroute devant lui pour jouer. Il est dans une effectif qui devrait jouer vite. Et de toute façon, qu'il peut faire que ça globalement. Tu peux pas jouer demi-terrain, même si Clifford adore faire du basket des années 90 pour rester poli. Il a une autoroute devant lui et il y a une place à prendre. Très bien.
Et on parlait du coup, et patate douce, pardon, le redit dans le chat, toujours un trou dans la raquette. Les Hornets avaient le 15e choix de cette draft. Ils ont décidé de choisir de partir sur Mark Williams, un pivot justement qui est plutôt spécialiste dans la protection d'arceaux. On en parle depuis quelques previews. Ce sont des profils qui sont intéressants d'un point de vue défensif puisque c'est forcément le premier spot à assurer pour construire une défense, pouvoir protéger les lay-ups et les drives à l'arceau. Donc c'est plutôt ce profil-là d'intérieur qui offensivement n'a pas une grande gamme offensive, mais c'est une très bonne menace aérienne qui en plus a quand même un bon toucher proche de l'arceau et plutôt bon rebondeur offensif. On pense 16% de rebond offensif, donc ouais, c'est pas élite, mais c'est déjà très bon pour une arrivée en NBA. Et puis ce profil de menace aérienne qui est assez complémentaire bien évidemment avec la Melo Ball, encore une fois. Alors après, il y a sa dureté qui pose question et le fait qu'il puisse peut-être se frotter à des profils un petit peu plus physiquement préparés en NBA, surtout au poste de pivot, ça va être une chose à vérifier. Et encore une fois, c'est vraiment un finisseur pur, donc il vaut mieux pas qu'il récupère le ballon et qu'il soit bloqué ensuite parce que ce soit dos au panier ou à la passe ou quoi, c'est vraiment pas ça du tout. En tout cas, et on en vient quand même au point central, et Julien, tu me diras ce que tu en penses, il y a quand même cette sorte d'ambiguïté à Charlotte qui a peut-être récupéré la Melo Ball et un trop grand talent trop vite, qui du coup a commencé à vouloir jouer un play-in qui n'était peut-être pas la meilleure des choses stratégiquement à faire puisque finalement elle avait peut-être pas le talent derrière pour pouvoir s'envoler comme ça après juste seulement la draft de la Melo. Il manque certainement du talent dans cet effectif pour imaginer un futur un petit peu plus brillant. Malgré, on l'a vu, un Gordon Hayward et Terry Rozier qui sont quand même des pièces un petit peu sûres, mais qui dans le futur, en plus, ne seront peut-être plus là parce que l'âge et parce que plein d'autres raisons. Comment on s'en sort du côté de Charlotte ? Est-ce qu'il ne faut pas faire un choix à un moment ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire le choix de reconstruire réellement et de sacrifier des victoires plutôt que de rester dans le ventre mou ? C'est hyper compliqué parce que, comme tu dis, la stratégie de Charlotte, elle me semble en tout cas assez paradoxale. Tu as un talent immense avec la Melo Ball, mais en termes de roster autour de lui, toujours les mêmes défauts. Donc, cette défense est atroce. Sur les extérieurs, c'est pareil, même si tu as des joueurs qui sont de qualité, Terry Rozier, Gordon Hayward, c'est des puissances offensives avant tout. Alors oui, ça permet d'avoir un basket sympa à regarder, d'avoir des matchs spectaculaires, d'avoir des orgies de points, très cool. Mais c'est pas avec ça que tu passes aujourd'hui un play-in et encore moins un tour de play-off à l'avenir. Donc pour autant, est-ce que tu as tant de valeur que ça en termes d'assets? C'est un petit peu dommage pour Charlotte parce qu'on peut imaginer que cet été, s'ils avaient eu un Miles Bridges qui avait pas été aussi débile pour rester poli et un petit peu plus de talent défensif ou un peu plus de polyvalence, c'est peut-être une franchise qui aurait pu aller sur Rudy Gobert, par exemple, pour avoir au moins un axe 1-5 avec un excellent meneur créateur, un génie clairement à la main, et un poste 5 qui couvrait pas mal de problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Ils auraient pu tenter d'y aller avec du pic de draft. On a vu quand même que le prix, même s'il était élevé, il était quand même atteignable. Donc c'est compliqué pour Charlotte parce que là c'est Borrego qui fait les frais d'une saison qui est décevante, on va dire. Cependant, c'est quoi le matos qu'il a aussi? Le matos qu'il a, encore une fois, il est offensif, il est sympa, mais il a des limites qui sont trop criantes pour aller plus loin, dans une conférence Est en plus dont le niveau s'est clairement relevé l'année dernière. Donc ouais, Steve Clifford, par exemple, c'est cool, ok, on mise sur quelqu'un qui connaît la maison, qui a amené Charlotte plusieurs fois dans le top 10 défensif quand il y était, mais avec un matériel différent. Euh, ouais, est-ce que Steve Clifford va faire des miracles défensifs avec cette équipe? Est-ce que Mark Williams va devenir Rudy Gobert qui avait été drafté fin de premier tour, 27e il me semble, il est drafté 15e, donc on peut avoir un pivot qui dans 4 ans, 5 ans, est-ce que c'est pas trop tard déjà? Et puis c'est une incertitude qui est beaucoup trop importante.
Donc aujourd'hui, ça me semble compliqué. Alors pour Miles Bridges, ils peuvent rien. Ça leur tombe dessus. Voilà, c'est malheureux. Même avec Miles Bridges, est-ce que ça aurait été suffisant? Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il manque trop de choses pour prétendre à quelque chose, à quoi que ce soit, pardon. Et du coup, en termes d'objectifs, ouais, par rapport à ce que tu me demandes, aujourd'hui, si je suis à la tête des Hornets, déjà si je suis à la tête des Hornets, ça veut dire que je suis quand même quelqu'un dans le basket. Ça, c'est plutôt cool. Ah, mais Mais, ça euh, veut mais pas, qu'est-ce ça veut que je pas dire fais? que tu es compétent pour autant, donc ça va, tu Ah, vois, on tout à peut tous fait. postuler. C'est c'est une autre question, mais en effet, tu vois, j'aborde la saison en tant qu'Hornet cette année. Je me dis, c'est quoi l'objectif et c'est quoi finalement la meilleure stratégie à adopter? Mais il va y avoir besoin de temps et il faudra peut-être tenter des choses, en fait. Il faudra peut-être tenter des choses. Alors, c'est compliqué à dire comme ça parce que quelles seraient les cibles potentielles? Mais Charlotte a quand même, il me semble, du pick de draft. En termes d'assets, ça a des joueurs, des vétérans qui peuvent être intéressants, mais qui commencent, comme tu disais, à vieillir et qui vont pas être toujours performants et qui ont des limites aussi évidentes. Donc ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué d'envisager une explosion de Charlotte sous la Melo Ball. Alors c'est assez pessimiste comme vision, mais c'est qu'aujourd'hui, hein, on parle que d'aujourd'hui, ça peut évoluer positivement, mais en effet, déjà pour cette saison, je vois pas trop où ça peut aller. Est-ce qu'ils ont visé trop vite? Je sais pas, parce que à l'inverse, c'est facile de dire ça a posteriori, un par rapport à Bridges, et deux parce qu'on a quand même toujours tendance à dire qu'une équipe qui a récupéré une jeune star, l'objectif c'est aussi d'aller changer la mentalité de perdant et de devenir une équipe qui veut gagner, qui veut essayer, et qui développe ses jeunes et qui essaye de créer une mentalité, de créer un état d'esprit. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Est-ce qu'on peut les blâmer vraiment pour ça? Ouais, ils avaient peut-être pas le matos à ce moment-là, mais ils avaient quand même, ils ont toujours d'ailleurs des vétérans qui sont intéressants. Il manque toujours cette défense extérieure, à minima, et cette présence intérieure tout court. Donc ça fait quand même deux gros problèmes pour une équipe qui veut viser quelque chose. De là à tanker cette saison, oh, Bah, c'est un peu dur, quoi. alors, Bah, Un peu c'est dur. alors, intéressant, Cam, si je peux me permettre, comme ça je donne un peu la parole au chat aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans, et ça montre un peu toute l'ambivalence là de l'instant et du moment à Charlotte et comment ça se joue à l'instant T. Guillaume qui nous dit tu peux pas reconstruire à 100% maintenant que tu as Lamelo, c'est un vrai top 25 lui pour le coup. Ouais. Et Kabolito qui nous dit attention, ça sort 2 fois en play-in, ça passe pas loin de faire un constat bien différent. Mais moi je suis. Alors, ça pour le coup, Kabolito, je suis pas complètement sûr de ça parce que le fond il est le même. Si tu fais le play-in pour te faire sortir en 4 matchs, tu restes au même endroit. C'est pas parce que d'un coup tu passes le play-in. On n'est pas une agence de marketing ici. L'idée c'est pas de vendre du maillot. Sportivement, ça ne change rien finalement à ta situation. Ils se sont fait sécher par les Hawks. Là, il y a En à plus. aucun moment, et le match, on le joue 10 fois, on le joue 20 fois, ils le gagnent pas. Ils le gagnent de pas, toute façon, ils se sont fait tu vois, le exploser. révélateur d'échec de cet effectif-là, c'est quand même que Borrego, il fait jouer ses starters quasiment 35 minutes. Et même quand ils sont au fond du blowout, il les laisse jusqu'au bout pour bien faire comprendre le message que, ah, voilà quoi, c'est ni fait ni à faire. Guillaume avec une touche un petit peu plus positive malgré tout. Steve Clifford a construit une top 5 défense avec Kemba jeune et Al Jefferson en pivot. C'est un sorcier défensif. Une autre époque aussi, hein, mais clairement, Ah, c'est est-ce que c'est aparté, possible à l'heure actuelle? Je ne sais pas. C'est moi ma question. Dis-moi Cam, petit tu voulais aparté, rebondir. il était trop cool, c'était cette équipe avec Jérémy Lin, Batum quand il était encore un joueur de basket à Charlotte et tout. Non, ça a été incroyable. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était cool à suivre. Sortir du Après, play-in et juste, se faire sortir au premier tour, c'est le parcours des Grizzlies il y a 2 ans. On a vu l'expérience et la confiance que ça apporte. Oui, mais ouais, avec une attends, autre attends, attends, profondeur. attends. On va se calmer, Avec on va rester poli, Non mais doucement, on attends, va pas comparer Charlotte. avec une autre profondeur de joueurs, enfin les situations sont absolument pas similaires. Je suis désolé Kawalito, vraiment pour le coup, il y a vraiment beaucoup de profils chez ces Grizzlies comparé là à la situation de Charlotte où en tant que jeune avec un plafond élevé, il y a pour l'instant que la Melo vu qu'on voit moins les autres jouer en plus de ça. C'était celle de 2014, pas 2016 avec Lin et Batum, nous dit Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut imaginer du coup? Alors les gars, ça part un petit peu plus en freestyle et je pense pas malheureusement qu'on ait vraiment les réponses. Celui qui a les réponses, qu'il aille vite voir Michael avant que la franchise se fasse vendre
et qui se fasse engager pour quelques menus monnaies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le roadster comme move, comme truc, comme joueur potentiel à développer? Est-ce que James Bouknight, ça mérite pas d'être titularisé à la place de Terry Rozier, au moins pour le montrer et pour le vendre en tant qu'asset, si jamais c'est possible? Alors ça correspond pas du tout, le problème c'est qu'à la philosophie de Steve Clifford, hein, c'est un arrière surtout pétard et qui défensivement n'apporte quand même pas grand chose et aucune réassurance surtout. Est-ce que c'est pas, voilà, mais le problème c'est, voilà, est-ce que c'est viable pour Steve Clifford? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous semblent potentiellement pouvoir avoir de la valeur, ou pouvoir un petit peu aider, exploser dans ce mood-là? Est-ce que vous avez des idées pour s'en sortir? Est-ce que le chat, vous avez des idées pour Charlotte, qu'on puisse les envoyer par fax, bien sûr, à la franchise? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole là-dessus avant de conclure? Je vais rapidement parler de Steve Clifford. Je laisserai Julien parler des joueurs. Pour moi, l'énorme souci, c'est le coach, parce qu'en fait, tu récupères un coach qui n'a jamais voulu tanker, qui va faire jouer ses vétérans à fond. Et le seul critère qui compte pour lui quand tu es sur le terrain, c'est ta défense. Sur tous les jeunes qu'on a cités, il y en a les un ou deux qui savent défendre, mais globalement, c'est des portes de saloon. Donc les mecs, comment ils font pour gagner leur place sur des profils qu'ils n'ont pas? Et enfin, Clifford, c'est pas un coach pour développer des jeunes, c'est un coach qui va vouloir gagner absolument, donc qui va refuser de faire rentrer certains joueurs à des moments clés pour les développer, etc. Et moi, je suis vraiment pas chaud là-dessus. Il y a plein de jeunes talentueux, je vais laisser Julien en parler, mais pour moi, c'était le pire choix possible niveau coach. Bah, sur les joueurs, en effet, sur qu'est-ce que tu veux faire cette saison, j'aurais tendance à dire, après c'est un avis très personnel, hein, mais que en effet, c'est plus le moment de faire jouer Terry Rozier, Gordon Hayward. En termes de valeur, je pense pas que tu puisses leur faire prendre une valeur particulière. Ils sont connus dans la ligue, on sait le talent qu'ils ont, on sait ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc si demain une franchise les veut vraiment à la deadline, par exemple, ils viendront les chercher. C'est pas des joueurs qui sont si faciles que ça à trader en plus. C'est des contrats que tu peux refiler que si tu reconstruis totalement, mais je suis d'accord avec Guillaume, tu peux très difficilement te lancer dans une reconstruction totale quand tu as la Melo Ball qui rentre dans sa troisième saison. Moi, je serais en mode, mais il aurait fallu le faire déjà avant. C'est faire jouer tous ces jeunes-là, Kai Jones, PJ Tor, euh, Book Knight, etc. Voir un petit peu ce que ça a dans le ventre sur un peu plus de minutes, pour faire de l'écrémage, pour donner de la valeur à certains. Et puis, si ça Guillaume qui nous prend. dit Cody Martin dans le chat, c'est vrai que t'en parlais un petit peu dans la Ouais. preview. Ouais, mais Cody Martin, il est tout seul, quoi. Seul, il va pas faire des miracles. C'est le seul ailier qui défend. C'est presque le seul qui défend tout court. Et c'est pas lui qui va aller chercher les rebonds. Donc ça reste quand même très limité. Donc après, est-ce que tu as vraiment de la valeur marchande pour aller chercher plusieurs profils? Parce que soit tu vas chercher, tu essayes d'aller chercher un joueur qui deviendrait dispo, un joueur majeur, mais est-ce que ça suffirait? Il manque quand même pas mal de choses pour passer un cap, quoi. Donc autant essayer, enfin à mon sens, autant essayer de faire jouer les gamins, essayer de voir ce qu'ils ont dans le ventre et d'espérer qu'un Mark Williams devienne un vrai rock défensif en NBA. Espérer qu'un Kai Jones sorte du bois, qu'un James Bouknight s'affirme comme Jordan Poole. Enfin, j'exagère largement, mais dans l'idée, quoi. C'est essayer de prendre ce risque-là et que si ça fonctionne, tant mieux. Ça prend, on a déjà des pistes et on a déjà du mieux. Et si ça ne prend pas, ben, on ira chercher un pic à la prochaine draft. Mais tanker pour une franchise comme ça, le problème c'est que c'est dans les certitudes. Une draft, t'es pas garanti, même en finissant dans les derniers, t'es pas garanti d'avoir le premier choix, le deuxième choix. Donc t'es pas garanti d'avoir le talent que tu veux et qui correspond à tes besoins. Puis ça veut dire que c'est des années de développement derrière. Enfin bref, ça me semble trop risqué aussi. Et en même temps, est-ce que ça peut viser plus qu'un play-in borderline et pour se faire sortir de suite dès le premier match de play-in ou dès le deuxième? C'est toujours le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai du mal à voir une issue favorable, surtout en faisant jouer à fond des Gordon Hayward, des Terry Rozier. Du coup, ouais, tu vas faire encore une année où tu vas essayer de te raccrocher aux branches et puis tu te poseras exactement la même question dans un an. Je suis pas sûr que ça soit le plus intéressant.
Qu'est-ce que vous en pensez dans le replay, YouTube, les commentaires? On est désolé pour les fans des Hornets. C'est vrai qu'on n'est pas les plus optimistes du monde pour les coups. C'est peut-être la preview la plus sombre que j'ai faite depuis le début. Et on est passé sur quand même pas mal d'équipes en reconstruction et qui allaient tanker. Mais ça a le bon intérêt quand tu tankes vraiment d'être franc, et donc du coup finalement tu as des choses sur lesquelles espérer. Là on a vu que c'était peut-être un peu moins le cas. Kaluito du coup pour contrebalancer peut-être, qui nous dit: j'ai l'impression qu'on parle d'une équipe qui a fini au fond du trou en fin de saison. Les mecs ont un bilan positif après 82 games et sont 8e à égalité de win. J'entends bien Kaluito, et c'est vrai que si l'idée c'est de rester dans ces eaux-là, c'est vrai que finalement on peut aussi se satisfaire de ça. Il y a des équipes qui passent leur temps dans un autre tiers plus bas et qui du coup peuvent vraiment peut-être gueuler un petit peu plus. Il y a aussi l'aspect, la mélo c'est sympa à voir jouer, etc. Mais c'est vrai que pour avoir des ambitions qui vont un petit peu au-delà, et surtout pour à terme peut-être vouloir garder la mélo et lui proposer du coup un challenge sportif et potentiellement de jouer un peu plus haut que ces places-là de 8e, il va peut-être c'est surtout vis-à-vis de ça qu'on se pose les questions. Leur problème c'est qu'ils stagnent quand tout le monde up à l'ouest. Bien sûr, mais du coup c'est un problème. Enfin, en tout cas, encore une fois, dans l'optique d'avoir de challenge sportif, de viser toujours un petit peu plus haut et d'avoir de l'ambition. Peut-être que c'est pas le style de la mélo, ils le garderont à vie, et tant mieux à la limite pour les fans de Charlotte. Je pense en tant que fan que j'ai toujours un aspect où j'aime que ma franchise vise un petit peu plus haut que là où elle naît déjà. Après voilà, peut-être chacun a ses considérations. En tout cas, n'hésitez pas, fans des Hornets, dans les commentaires YouTube sur la rediffusion, et pour ceux qui nous rejoindraient dans le chat bien évidemment, nous faire part de votre avis sur ces Hornets, sur cette équipe de Charlotte. J'espère qu'on n'a pas été trop dur. N'hésitez surtout pas à corriger ou à différer sur certaines opinions qu'on a pu partager. Est-ce que les gars, Julien, Cam, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Est-ce qu'on ne peut pas terminer avec ces Hornets? On va pas non plus toute la nuit épiloguer et être aussi négatif que ça. Est-ce que Julien, tu as un dernier mot avant de donner la parole à Cam et au chat avant de conclure ces previews de ce soir? Non, c'est juste que, pour nuancer un minimum, parce que c'est vrai qu'on est très, très pessimiste, mais parce qu'on est très dur avec une équipe qui, justement, a été en tout cas compétitive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on part sur une saison où Miles Bridges ne sera a priori pas là, même si la Mélo, visiblement, espère grandement le contraire. Donc, c'est surtout ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui a accroché 2 fois le play-in, et qui est supposé à un moment donné progresser. On est très dur parce que l'équipe, elle est déjà en cours de construction et qu'on ne voit pas d'issue. Donc c'est pour ça qu'on peut paraître très sévère, mais on est en réalité nettement moins sévère qu'avec une équipe qui est en totale reconstruction, qui va foutre sa saison à la poubelle, parce qu'on attend un peu plus et parce qu'on espère plus d'une équipe qui a un génie, a priori, dans ses rangs, et qui est jeune, qui a tout à nous montrer encore. Donc ça serait quand même dommage en tant que fan de basket de ne pas voir rapidement, le plus rapidement possible du moins, une équipe super compétitive autour de la Melo Ball. C'est plus ce côté-là, je pense, de nous qui parle aussi. Donc c'est pas on ne dit pas que les Hornets vont finir leur saison à la 15e place, on dit juste qu'ils sont dans une position où c'est un petit peu, où c'est très frustrant. Même pas un peu, c'est très frustrant dans la position dans laquelle ils sont. Donc à voir maintenant ce qui se passe. Je vois Guillaume, on l'a pas mentionné, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis la preview qui est sortie il y a quelques jours, on a quand même beaucoup de soutien apporté à la Melo Ball. Sans rire, il va être quand même clairement seul cette année à la main, hein, parce que Dennis Smith Jr. et LiAngelo Ball en backup, voilà, on va pas forcément trop épiloguer là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sévère avec les Hornets. C'est important de nuancer parce que ça reste une équipe qui va être encore une fois très sympa à regarder sur le League Pass. Ça va faire cliquer, la Melo Ball ça va faire cliquer, mais on aimerait plus, on aimerait avoir plus de perspectives positives pour cette équipe-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu négatif
sur les Hornets. Et simplement, juste par rapport à la comparaison avec Denver que fait Kawelito dans le chat, je suis relativement d'accord dans le sens où à partir du moment où Jokic a explosé, alors qui a un talent plus que générationnel, qui est unique à son poste dans l'histoire de la NBA, ou presque, mais on a quand même une équipe qui a passé un cap tout de suite. À partir du moment où Jokic a explosé, où ils ont fait le choix entre Nurkic et Jokic, qui était visiblement le bon, on a une équipe qui a explosé tout de suite, qui avait déjà une structure. Et puis on a senti quand même rapidement aux commandes de la franchise, et j'espère en être encore témoin, puisque Tim Connolly, aux grandes dames de Clément et de Jerem dans l'équipe de QI, a rejoint Minnesota. Et du coup, Kawelito espérera aussi, à mon avis, en être témoin dans les mois à venir. On avait quand même l'impression d'une franchise qui travaillait mieux que ça, qui avait une vraie capacité de scouting, d'aller chercher des profils qui sortaient un petit peu de nulle part, etc. Ce qu'on ne voit pas chez les Hornets depuis 2 ans. Et là, on ne sait pas, je ne vois pas dans l'effectif un joueur qu'on n'a pas encore vu qui pourrait sortir du bois. C'est pour ça que je disais aussi qu'il faut peut-être plus donner leur chance à certains joueurs qu'on n'a pas encore trop vus, les Kai Jones, etc. Mais voilà, comme le dit, ouais, Kawelito dit patience, clairement patience. On a vu d'autres superstars, d'autres jeunes superstars avoir besoin de plus de temps pour être entourés. Mais c'est surtout, voilà, on ne voit pas trop de perspectives aujourd'hui. Ça peut changer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais voilà, là, on fait la preview de cette saison. C'est comme ça. Cam, un dernier mot rapide ou pas? Et sinon, moi, j'ai ma sortie grâce à Kawelito. Je reviendrai sur l'argument Denver. Mais tu as déjà bien couvert, Julien, mais ce sera pour la voir d'une manière plus positive. Cam, est-ce que tu as un dernier mot? Avenir radieux pour la Melo Ball. Avenir compliqué pour la franchise qui perd un ailier fort en 20,7 rebonds à 35% de 3 points. Il y a beaucoup de jeunes. Il n'y a pas le bon coach pour les encadrer. Ça sent la saison un peu dégueulasse avec, comment dire, Clifford a jamais fait du grand basket. Ça m'étonnerait que même là, s'il a du talent offensif, que ça soit sympa ou fun à regarder. Donc, fan des Hornets, faites le dos rond. Rendez-vous l'an prochain à la draft. Et bah, voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Payez des stages de réinsertion à vos joueurs. Ça sera le mot de la fin. Voilà, un mot de la fin vraiment optimiste. Non, bon, moi je veux une touche d'optimisme pour les fans des Hornets quand même qui sont. Ils ont quand même la mélo, ça va, il y a pire, hein, tu vois. Il y en a Oui, qui sont fans des Kings, quoi. mais ouais. Là, c'est ce que disaient les fans des Kings au bout de la 2e année de De'Aaron Fox. Voilà, merci. Donc super. Et alors tu leur demandes aujourd'hui comment ils sont contents? Non. Bon, bref. Mais encore une fois, je voulais quand même partir sur une positive. Et pour reprendre l'argument de Kawelito, et comme Julien le disait. Alors, d'un aspect plus négatif, dans l'aspect gestion française, la grande différence avec Denver, c'est qu'il y avait un scouting, un department qui était assez exceptionnel. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une part de chance dans la draft. Il y a une part de scouting, une part de chance, plein de choses qui font que même aux positions dans lesquelles Charlotte pourrait drafter, même en restant dans le ventre mou, mine de rien, tu peux quand même avoir la chance de tomber sur une pépite dans les prochaines années. Et Charlotte n'est pas à l'abri de ça, et ce serait sa chance, enfin la chance de la franchise. Donc, effectivement, on peut espérer à ce niveau-là aussi. Les très bons joueurs ne se cachent pas que dans les 5 premières places, loin s'en faut. Il peut y avoir des styles, il peut y avoir des choses intéressantes, et c'est tout ce qu'on espère en tout cas pour les fans de ces Hornets. Nous, on va s'arrêter là-dessus, messieurs. Merci à vous deux d'être revenus. C'est très sympa du coup de pouvoir être un peu plus nombreux sur ces previews.